Alors c'est l'une ou l'un d'entre vous qui m'a donné l'idée de traiter la vitamine K. En effet, on parle assez peu de la vitamine K, si ce n'est en évoquant les anticoagulants. Aujourd'hui, on va parler bien sûr des anticoagulants, mais pas que, mais aussi des effets de la vitamine K, des carences, de ce qu'elles entraînent, et ce qu'on peut y suppléer. Alors on voit ça tout de suite. La vitamine K, en effet, ne joue pas un rôle que dans la coagulation. Elle intervient aussi dans de multiples fonctions de notre organisme, comme au niveau de l'os, du système immunitaire. Regardez dans la description les chapitres, parce que s'il y a un tel point qui vous intéresse, c'est dans les chapitres. Le sang coagule. À quoi ça sert? Eh ben, ça sert à ce que lorsqu'il y a une brèche dans les vaisseaux, comme j'en ai fait une ici avec une mandoline. Pas là, l'autre là. Quand il y a une brèche, il y a les plaquettes qui sont activées, qui vont aller boucher le trou du vaisseau. Après quoi, il y a toute une série de cascades enzymatiques, des protéines qui interviennent, il y en a plus d'une dizaine, et qui vont faire fabriquer un réseau de fibrines qui va consolider, on appelle ça le caillot, et ce caillot va permettre à la fois de bien solidifier le bouchage du trou, si j'ose dire, et puis aussi de préparer la réparation. Bon, ça, c'est ce qui est normal et physiologique. Mais il y a des cas où ces plaquettes sont activées alors qu'elles ne devraient pas. C'est par exemple quand il y a des lésions au niveau de la paroi artérielle, comme dans l'athérome, où là, les plaquettes sont activées, il peut se former des caillots. Ces caillots bouchent l'artère. C'est l'accident vasculaire cérébral, c'est l'infarctus du myocarde. Ça peut aussi arriver ailleurs dans les territoires veineux, au niveau des jambes, c'est la phlébite. La phlébite est ennuyeuse parce que si le caillot part, c'est une embolie, mais là, pulmonaire. La cascade de coagulation, c'est plusieurs protéines qui sont activées, une protéine activée va aller en activer une autre, etc. Et là-dedans intervient à un niveau la vitamine K. Voilà, sans vitamine K, pas de coagulation. C'est embêtant. Alors, ces pathologies vasculaires que j'ai citées, comme la phlébite, l'infarctus, ont un traitement qui fait appel à des anticoagulants. Et aujourd'hui, il y a 2 générations d'anticoagulants. Alors d'abord, il y a des anticoagulants injectables qui sont à base d'héparine. Héparine et ses dérivés. Ensuite, il y a les anticoagulants oraux, parce que se faire piquer tous les jours. Donc, des anticoagulants oraux, une première génération qu'on a appelée les antivitamines K. Ça, c'est clair. Ça empêche la vitamine K, ça empêche la vitamine K de poursuivre la cascade qui conduit à la coagulation. Et puis il y a une nouvelle génération, les xabans, je les appelle les xabans, parce que tous leurs noms se finissent par aban, les Likis, le rivaroxaban, qui agissent ailleurs, ce ne sont plus des antivitamines K. Les antivitamines K, c'était la warfarine, plus connue en France sous le nom de coumadine. Et cette coumadine, cet anticoagulant antivitamine K, on pouvait en mesurer les effets, en mesurant un indicateur qui, en quelque sorte, est le temps de saignement, qu'on appelle aussi INR. Il y a enfin une autre pathologie qui est très fréquente chez les gens âgés, qui est du vieillissement cardiaque, qui est la fibrillation auriculaire. C'est surtout l'oreillette gauche qui est concernée. L'oreillette gauche reçoit le sang des poumons, l'oreillette gauche donc reçoit du sang oxygéné des poumons, et elle va finir le remplissage du ventricule gauche. Et ce ventricule gauche, qui se poursuit par l'aorte, un gros vaisseau, va envoyer ce sang oxygéné à tout l'organisme, à tous nos organes. L'oreillette gauche se contracte, et une fois qu'elle s'est contractée, c'est le ventricule qui se contracte à son tour. Il y a une synchronisation entre les deux. Seulement voilà, en vieillissant ou avec d'autres pathologies cardiaques, l'oreillette gauche peut ne plus se contracter et fibriller. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a un cœur irrégulier. C'est le ventricule qui va pour faire simple, qui va se contracter quand il peut. Et donc, on aura un rythme irrégulier. Mais l'ennuyeux, c'est qu'une oreillette qui fibrille, elle fait ça. Je sais pas si c'est... Et que ça génère des turbulences
au sein de l'oreillette gauche, des turbulences au niveau du sang, et ça peut favoriser la coagulation du sang, ça peut favoriser l'apparition de caillots. S'il y a des caillots, il peut partir dans la circulation, passer dans le ventricule gauche et partir dans l'aorte. Et au niveau de la crosse de l'aorte, ça va directement dans le cerveau, c'est l'AVC. C'est un risque majeur d'accident vasculaire cérébral, plus que d'embolie périphérique. Et pour ça, on anticoagule les malades qui ont une fibrillation auriculaire. Alors ces médicaments sont dangereux. Quel est le risque? Évidemment, les hémorragies, si c'est trop dosé. C'était surtout le cas avec les premiers anticoagulants, les antivitamines K. Pour ça qu'on surveillait ce fameux INR, ce fameux temps de saignement. C'est pas tout à fait ça, mais peu importe. Avec les nouveaux, non, on prescrit ça en fonction du poids, des fonctions d'élimination du rein. Et il n'y a pas de surveillance biologique avec les nouveaux anticoagulants. Mais le risque hémorragique subsiste. Et autre chose, savez-vous que les raticides, vous savez, ce blé rouge là qu'on met dans les caves, c'est un antivitamine K, c'est un anticoagulant et les rameurs d'hémorragie. Mais savez-vous aussi qu'il y a des insectes, comme les moustiques, qui ont des anticoagulants naturels? Oui, pour aspirer ce qui est bon, il faut anticoaguler. Que vient faire la vitamine K dans cette galère? La vitamine K appartient aux vitamines dites liposolubles, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans les graisses, dans les lipides, mais pas dans l'eau. De sorte qu'elle a une certaine facilité pour traverser les membranes cellulaires, puisqu'elles sont faites de lipides, et être absorbée au niveau de l'intestin. Et elle est absorbée avec le cholestérol, avec le LDL. Elle est transportée avec les autres lipides, donc elle est absorbée comme ça. Alors, il existe plusieurs types de vitamine K, sinon ça aurait été trop facile. Il y a la vitamine K qu'on va trouver dans les végétaux. Les principaux aliments riches en vitamine K sont les choux, les brocolis, tout ce qui est légumes verts, les épinards, les navets, dans l'huile d'olive et l'huile de soja, c'est assez riche en vitamine K. Les avocats, les œufs durs, et puis pour les fruits, les kiwis et les fraises. Bon, soit vous pouvez taper SIQUAL et trouver la composition des aliments, c'est plus facile. Enfin, les légumes verts, il faut retenir ça, les légumes et les légumes verts. Bon, on a vu que dans la coagulation, c'est un facteur important qui permet à la cascade de protéines qui conduisent à ce que le sang soit coagulé. Si elle n'est pas là, la cascade s'arrête. D'où l'effet anticoagulant des antivitamines K. Il n'y a pas que ça. On a un rôle au niveau des poumons qu'on ne connaît pas depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'une carence en vitamine K au niveau des poumons peut entraîner des micro-saignements alvéolaires, puis une fibrose. Je parle de la carence dans l'organisme de la vitamine K. Les antivitamines K agissent de façon ciblée. Elle joue un rôle aussi dans les fonctions du système immunitaire où elle a une action plutôt anti-inflammatoire. Elle joue un rôle important dans le remodelage osseux, au même titre que le calcium et même le magnésium. Elle diminue le nombre de cellules graisseuses. Ne vous précipitez pas. Vous voyez, j'en bave sur la vitamine K parce que ce qui fait le surpoids, c'est pas le nombre, c'est la taille des cellules graisseuses. Alors, mauvais choix. Naturellement, il y a une revue, je m'inspire pour vous dire tout ça d'une revue récente, 2024, qui est parue, une scoping review sur l'ensemble des propriétés de la vitamine K, notamment en réanimation et en unité de soins intensifs, parce que c'est là qu'on aura les patients carencés en vitamine K. On peut les suspecter quand les malades sont en situation de stress, en unité de soins intensifs, comme je viens de le dire, mais aussi quand il y a des maladies du foie, des défauts d'excrétion de la bile. Oui, la bile, ça permet l'absorption des lipides. Quand il y a un caillou, par exemple. Quand il y a une maladie du pancréas. Une situation plus grande, c'est l'utilisation d'antibiotiques. Ah, pourquoi? Parce que les antibiotiques, ça va tuer la bactérie qui vous a attaqué, qui vous rend malade. Mais ça va tuer aussi des bactéries du microbiote. Or, le microbiote fabrique de la vitamine K et elle peut manquer. Combien il en fabrique? Je n'en sais rien. L'usage au long cours des inhibiteurs de la pompe à protons, des antiacides de l'estomac peut aussi entraîner des carences en vitamine K. Comment mesurer ça? Il y a les dosages de vitamine K.
c'est pas si facile. Alors il y a une mesure indirecte, c'est de mesurer le temps de saignement ou l'INR. Et s'il est augmenté sans traitement, évidemment, il y a un problème qui peut être une carence en vitamine K. Il y a aussi le dosage en vitamine K, mais qui n'est pas de pratique très courante, il faut bien le dire. Alors, est-ce qu'il y a des suppléments? Alors, j'ai tapé, je me suis dit, bon, ça ne doit pas exister. J'ai tapé sur Google, vitamine K, et regardez ce que j'ai trouvé. C'est affligeant. Il y a plein de suppléments vitamine K. Est-ce qu'il faut les prendre? Ben, je suis pas sûr, hein, parce qu'on a vu que c'est un produit qui peut être dangereux. Bref, la supplémentation est utilisée en médecine quand il y a un surdosage en antivitamine K, en anticoagulant de première génération. Elle peut être utilisée dans certaines situations. Il y a des troubles de la coagulation avec une tendance hémorragique, avec un INR trop élevé. En pratique courante, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je suis pas sûr que ça soit légitime de supplémenter, d'autant que les besoins sont assez faibles. Que dans tout ce qu'on peut lire, dans la littérature scientifique, les doses seraient de 1 mg par jour. Voilà, alors vous avez plein de compléments alimentaires. Moi, je ne suis pas tout à fait fanat des compléments alimentaires. Il n'y a pas, à ma connaissance, de recommandation quant à la façon dont on peut gérer les carences en vitamine K. Ce qui est utilisé en clinique, je vous le dis, c'est 1 mg par jour par la bouche. Alors, il faudra suivre, évidemment, l'actualité médicale sur ce problème des carences en vitamine K, et ça, c'est une autre histoire.